De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, nos invités, Monsieur Talley, délégué du JICAM en France et directeur du cabinet fiduciaire Fiscofin, ainsi que notre autre invité, Monsieur Diallo. Il est consultant et puis on n'oublie pas notre éditorialiste Gratien Rokindikiza. Puis on va entamer notre dernière partie consacrée à l'économie sur le continent. Puis on va parler du Nigeria, puisque pour les autorités, la priorité en 2007 sera de faire les ajustements nécessaires qui permettront à l'économie de se rétablir et de reprendre un petit peu au moins le chemin de la croissance. Plombée par la chute du baril de pétrole qui ne représente plus que 10% du PIB, l'économie nigériane éprouve aujourd'hui d'énormes difficultés à se redresser. En témoignent les prévisions de croissance revues à la baisse. Elles seront à 2,5% du PIB contre 3,02% annoncées initialement. Deo Gracias Podo. Pour la première fois depuis 25 ans, l'économie nigériane est entrée en récession durant cette année 2016. Malgré les mesures d'austérité du gouvernement, le pays éprouve toujours des difficultés à se redresser, affecté surtout par la chute des cours des matières premières sur le marché international. Mercredi 14 décembre 2016, les autorités ont annoncé que le taux de croissance économique pour 2017 pourrait s'établir à seulement 2,5% du produit intérieur brut contre les 3,02% selon les précédentes prévisions. Au Nigeria, l'économie n'étant pas très diversifiée au niveau de la production, une fois que le prix du pétrole amorce une tendance baissière, comme c'est le cas depuis ces 2 dernières années, ça ne peut que mal tourner. Le Nigeria n'est pas le seul. Si vous allez dans les États de l'Afrique centrale tout à côté, qui ont également des économies essentiellement articulées autour de la production pétrolière, on a dû revoir à la baisse les prévisions de cette en matière d'exportation pétrolière. Donc les autorités, de mon point de vue, au niveau du Nigeria, ont adopté une vision prudente. Le Nigeria qui tire 70% de ses revenus et environ 90% de ses recettes en devises des exportations du pétrole reste fortement impacté par la chute des cours des hydrocarbures. Selon le Fonds monétaire international, le PIB devrait se contracter de 1,7% pour le compte de 2016. Même si la croissance reste négative depuis plusieurs mois, le chef de l'État Muhammadu Buhari est convaincu qu'avec un investissement d'environ 24 milliards de dollars, le Nigeria pourrait retrouver sa stabilité économique. Le président nigérian, depuis 2 ans qu'il est là, il a réduit Boko Haram à sa plus simple expression. On peut déjà envisager une sorte d'embellie sur le plan économique pour les populations qui se trouvaient dans la partie nord, dans l'état du Borno notamment. Son rôle, c'est de créer du rêve au sein de la population. C'est son devoir, c'est de sa responsabilité de créer le rêve, même si en fait on les pieds en enfer, il faut que l'esprit reste au paradis, qui lui permettrait maintenant de redonner du sourire aux nombreuses populations qui ne cherchent que la stabilité et la paix pour pouvoir se déployer davantage. Mercredi 14 décembre 2016 au Parlement nigérien, le président Muhammadu Buhari a présenté un budget évalué à 23 milliards de dollars pour l'exercice 2017. Les prévisions représentent une augmentation de 20% par rapport à 2016. Le chef de l'État propose d'investir 30% du futur budget dans les entreprises d'infrastructure avec pour objectif de créer un environnement favorable à la participation du secteur privé au redressement économique. Gratien, il faut le dire, le Nigérian n'a réussi ni à anticiper la fluctuation du prix du baril sur le marché, ni à maîtriser ses finances depuis la chute de ce même baril. Oui, il y a eu beaucoup d'événements qui sont accumulés pour le Nigeria. Déjà la chute des cours mondiaux du baril. Et il faut le dire, le Nigeria, il y a eu un problème aussi de la dette cachée. Ça devient vraiment une fatalité en Afrique. On a connu Mozambique, il y a aussi le Nigeria, 7 milliards de dettes cachées. Même si c'est un pays qui n'était pas très endetté, aujourd'hui, le pays devra s'endetter. Mais au niveau de la diversification, même aujourd'hui, ce qu'on voit par exemple au niveau de ce budget, ce qu'ils vont faire, on parle du secteur tertiaire, l'agriculture, l'énergie. Oui, ce sont des secteurs qui accumulent beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est qu'on oublie le secteur productif. Ce sont des secteurs, l'agriculture, oui, ça produit, mais cela ne crée pas assez de richesse pour ce qu'on attend de la première puissance africaine. On aimerait bien que ce pays investisse dans les industries légères pour produire les biens de consommation, au lieu d'acheter en Chine, que les Africains aillent au Nigeria pour acheter, parce qu'ils ont de l'argent. Il faut qu'ils misent beaucoup pour produire et aussi pour réguler ce qui se passe au pays.
Alors le président Mouhamadou Bouhari a présenté au Sénat un budget qu'il a qualifié d'ambitieux pour l'année 2017. Il a d'ailleurs promis de sortir le pays, je cite, de la situation économique la plus difficile de son histoire. Monsieur Talley, peut-on le croire ? On ne peut que croire, hein, mais il faut revenir à la réalité. On retombe encore là sur les légèretés de gestion qu'on retrouve beaucoup dans nos pays d'Afrique. On ne peut pas baser la source de recettes budgétaires simplement sur une seule source de recettes qui était le pétrole, alors que c'est un pays extrêmement dynamique qui aurait pu diversifier dans plusieurs secteurs, dans plus de développement de plusieurs secteurs pour augmenter le maximum de sources de recettes budgétaires. Mais derrière, on a vu que les recettes, mais on n'a pas vu les charges qui sont ajoutées entre-temps. Il y a Boko Haram qui a absorbé une bonne partie du budget de l'État et la dette cachée, comme disait Gratien. Mais tout ça sont des choses qu'il faut absolument relever. Mais s'il doit atteindre son objectif, il faut aussi qu'il réduise le train de vie de l'État. C'est souvent là le point sur lequel il faut appuyer, réduire le train de vie de l'État et dynamiser tous les secteurs dans le pays pour qu'il y ait plusieurs sources de recettes budgétaires. De telle sorte que si le pétrole, comme dépend des cours mondiaux, si le cours baisse, mais qu'on ne soit pas complètement dépendant. Et il faut déjà anticiper, et on n'anticipe pas beaucoup en Afrique, malheureusement, en gestion politique. Monsieur Diallo, on n'a plus beaucoup de temps. Très rapidement, le budget national proposé par le chef de l'État s'élève à 7 milliards de naira, soit 20% de plus que le budget 2016, qui était déjà un record pour le pays. Il n'a pas été honoré, mais en tout cas c'était un record. Une somme qui devrait permettre, selon le chef de l'État, de sortir le Nigeria de la récession en investissant dans des secteurs prioritaires qui sont l'énergie, l'agriculture et les services. Que pensez-vous de cette stratégie ? Je pense que, bien évidemment, c'est une bonne stratégie. Comme disait M. Talley tout à l'heure, il faut diversifier en fait, les recettes fiscales et budgétaires. Donc la meilleure façon de développer ces recettes-là, c'est d'investir dans d'autres potentiels secteurs qui peuvent aider l'État nigérien à avoir son développement. Aussi, il y a plusieurs économistes qui sont d'accord qu'il faut faire une politique de relance. Je pense que le président nigérien est en train de faire une politique de relance. Cette politique de relance consiste à investir et à permettre des secteurs clés de l'économie à se développer. Parce que si il croise les bras sans rien faire, on va dire il est inactif, il n'essaie pas de faire quelque chose. Mais je pense que là, c'est une bonne façon. Peut-être que ça ne va pas payer dans 1 an ou dans 2 ans. Mais dans 5 ans, on verra que voilà, des initiatives qui ont été prises il y a quelques années ont porté leurs fruits. Et le Nigeria n'est pas le seul État africain à être dans cette difficulté. Quand vous prenez le cas de l'Angola, l'Angola aussi est confronté à cette difficulté de baisse du prix du baril de pétrole. Donc du coup, cette façon de diversifier les recettes fiscales, la rentrée fiscale est une bonne stratégie, je trouve. Et de nouvelles perspectives pour une nouvelle année au sein de la BOAD, l'institution bancaire ouest-africaine clôture l'année 2016 avec de nouvelles actions en vue pour l'exercice 2017-2019. Et c'est Siamlo Victoria Sedji qui nous en dit un peu plus. Regardez. La Banque ouest-africaine de développement clôture l'année 2016 avec de nouveaux engagements. Le Conseil a approuvé à la fin de sa 103e session ordinaire de nouvelles opérations de montant de 156 milliards de francs CFA pour le projet de mise en œuvre d'un nouveau modèle de tarification des prêts et d'un budget programme pour l'exercice 2017-2019. Pour le compte de 2016, le total des engagements de l'institution est déjà estimé à 522,3 milliards de francs CFA. La banque en ce moment, justement, elle a divers axes stratégiques, donc ses résultats sont bons, mais elle va beaucoup plus axer sur l'approfondissement du processus de mobilisation des ressources. Aujourd'hui, elle a un bon potentiel, elle est bien positionnée et il y a beaucoup d'enjeux parce que l'UEMOA est un cadre économique performant où le taux de croissance est bon, où on a donc besoin d'accompagner les projets. Et la BOAD s'inscrit dans tous ces projets. Rappelons que le montant des engagements cumulés de la Banque ouest-africaine de développement depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976 se situe aujourd'hui à 4 340,1 milliards de francs CFA pour 1036 opérations effectuées dans l'espace UEMOA. Une performance tirée des projets infrastructurels soutenus par la Banque qui boucle l'année 2016 avec de nombreux défis à relever. Il y a beaucoup de financements alternatifs, mais le plus important, c'est de se dire que la banque, maintenant, va aller vers un système de collecte de plus en plus significatif par des mécanismes financiers. Les besoins sont énormes, mais le plus important, c'est que la banque doit renforcer sa gouvernance en mettant des dispositions d'alerte, en renforçant le cadre juridique, en développant
de manière optimale le suivi et évaluation de leurs projets. Plusieurs propositions sont ressorties dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouveaux engagements. Elles portent sur le décaissement de fonds pour le secteur privé. L'Institut bancaire ouest-africain devrait pour son prochain exercice mobiliser plus de financement dans la mise en œuvre de plusieurs projets infrastructurels, énergétiques, agroalimentaires et éducatifs dans la zone UEMOA. Gratien, comment jugez-vous les actions de la BOAD depuis sa création en 1973 ? C'est une banque qui se trouve dans une zone qui a une certaine croissance. Je pense qu'elle a bien accompagné ces pays. Disons, je ne dirais pas c'est la BAD de la partie de l'ouest de l'Afrique, mais c'est vraiment une banque qui a accompagné, qui a fait qu'il y a beaucoup de projets qui sont financés par cette même banque. On peut dire que beaucoup de pays en ont profité. Toujours est-il que il faudra que ces banques accompagnent aussi les États, incitent les États, parce qu'on a l'impression que ce sont les États qui apportent les projets. Mais j'aimerais bien que ces banques aussi proposent des projets, parce que les banques ont une autre vision que les États n'ont pas. Proposent des projets qui sont bancables, éventuellement, qui sont productifs. Alors vous l'avez dit, Gratien, l'Afrique de l'Ouest est une des régions une des sous-régions les plus dynamiques du continent africain. Monsieur Talley, est-ce que la BOAD peut en être tenue responsable, en partie en tout cas? On va dire peut-être oui, mais vous savez, en économie, c'est assez ambigu. Vous voyez, la banque ouest-africaine de développement, on vous parle des résultats qui sont très positifs, qui sont extrêmement bien. Mais en même temps, le développement ne suit pas derrière, donc c'est un peu inquiétant. Alors, il faut se poser la question. C'est une banque qui a une forte capacité de mobilisation des capitaux, donc des fonds, mais la redistribution pour la construction se fait comment? Donc, c'est là où on se pose la question. Le conseil d'administration a validé la gestion, mais est-ce que derrière les taux de croissance et le phénomène de croissance réelle, est-ce que ça suit en provenance de ce que la banque aura fait pour accompagner les économies locales? Je ne pense pas vraiment, mais je sais qu'elle le fait. Elle a financé, mais elle ne doit pas être la seule. Parce que c'est une région qui est hautement dynamique, mais qui bénéficie beaucoup d'interventions financières extérieures, internationales, pas simplement de la BOAD. Et malheureusement, quand les résultats sont très positifs, il faut s'inquiéter parce qu'il faut regarder le niveau de développement, les taux de croissance et ainsi de suite en économie. Mais elle est quand même, il faut la féliciter parce que ses capitaux vont croissant et ses engagements vont croissant. Et on parle de banque, on va parler d'une banque qui connaît beaucoup de difficultés en ce moment. C'est la 4e banque du Mozambique, la Mozabanco. La banque centrale du Mozambique vient en effet de procéder à sa recapitalisation à hauteur de 111 millions de dollars. C'est ce qui a été injecté, Monsieur Diallo, dans cette banque. Une réaction ? Il faut sauver les banques. C'est une bonne stratégie. Vous avez vu, bien évidemment, vous avez vu quand il y a eu la crise financière en 2008 au niveau international, en Europe et surtout aux États-Unis, il y a eu une forte... C'est le rôle de l'État de sauver les banques? Oui, c'est le rôle de l'État de sauver les banques. Parce que, le taux de bancarisation en Afrique, il est faible. Donc, quand les banques tombent en faillite et que l'État n'intervient pas, ça va décourager les potentiels clients pour mettre de l'argent à la banque. Et pour ceux qui sont à la banque aussi, ça c'est un. Et deuxièmement, on sait qu'il y a beaucoup d'économies qui circulent de manière informelle et qui ne passent pas par le système bancaire. Donc, ce qui fait que l'État ne peut pas intervenir en faisant des taux directeurs de sorte que l'État puisse agir pour influencer l'économie. Ça, c'est d'un. Et troisièmement aussi, c'est-à-dire que s'il y a une banque qui tombe en faillite et que ça entraînera forcément la faillite de plusieurs entreprises qui sont clients de cette banque-là. Donc, une hausse du chômage et une baisse du développement économique. Gratien, je vous ai vu faire les gros yeux très rapidement. Est-ce que c'est à l'État de sauver la banque? L'État mozambicain, il faut vraiment que l'État mozambicain sauve la banque, sauve les banques, parce que l'État mozambicain est responsable. C'est l'État mozambicain qui a caché la dette de 2 milliards aux institutions internationales. Et c'est le même État qui a fait que les conséquences, l'OFMI, la Banque mondiale et les autres donateurs ne financent plus le Mozambique. Monsieur Talley, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord que l'État sauve, mais surtout il y a les sanctions qu'il faut avoir. Vous voyez, ça provient de la dette publique cachée qu'on découvre comme ça au fur et à mesure des entreprises publiques. La gestion de l'État même, il faut la fluidifier, il faut la rendre viable, il faut la rendre, j'allais dire, lisible un peu aux yeux de tout le monde. On ne prend pas des engagements comme ça et qu'on découvre. C'est la dette publique, c'est pas la dette privée. Donc vous voyez que le privé est très dynamique, mais c'est le public qui plombe tout le reste. Et donc ils ont plombé cette banque, il appartient à l'État donc de sauver, en fait, en tout cas de se sauver.
Monsieur Talley, merci. Je rappelle que vous êtes délégué du GICAM en France et directeur du cabinet fiduciaire Fiscofin. Merci pour vos analyses. Merci Amira et merci à tous les téléspectateurs. Et merci à vous, Monsieur Diallo, également. Je rappelle que vous êtes consultant. Merci de votre participation. Merci beaucoup pour votre invitation et merci aux téléspectateurs d'Africa 24. Et merci à vous, Gratien. Merci Amira. Bonsoir à tous. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Je ne vous dis pas la semaine prochaine puisque c'est la pause de l'Africa Newsroom, hein, la pause pour les vacances de fin d'année. Je profite donc de cette occasion pour eux souhaiter d'excellentes fêtes. Une excellente fête à tous les Africains et puis à tous ceux qui nous regardent quotidiennement sur Africa 24. Merci de votre fidélité. Puis on se dit à l'année prochaine en 2017.